Bon, bien, bonjour et bienvenue à tous au Centre de recherche sur la public et dans la salle d'audience du laboratoire de cyberjustice. Je suis très heureux d'accueillir QG Média et Aude Lancelin pour la première d'une série de 3 conférences-émissions. C'est un très grand plaisir de pouvoir collaborer avec QG Média et de permettre aux auditrices et auditeurs d'avoir accès à des personnes qui pensent le réel hors de la langue de bois dont les médias dits de qualité nous abreuvent quotidiennement. Aujourd'hui, un débat animé par Aude Lancelin et réunissant Cole Stengler et Thibaut Biscaï autour du thème du néolibéralisme et de la démocratie. La question du périmètre exact de la démocratie et donc de la volonté populaire au regard du champ économique se pose depuis l'avènement de la démocratie libérale. Rappelons tout de même que le mot démocratie fait horreur aux révolutionnaires américains comme français, ainsi que nous le rappelle Francis Dupuy-Léry. Ce dégoût persiste encore, même s'il est évidemment masqué par les éléments de langage des classes éduquées. L'idée de permettre aux masses de s'exprimer et d'imposer une politique économique est tout bonnement inimaginable. Et par conséquent, le champ économique doit être à l'abri des palinodies démocratiques. Cette mise hors démocratie du champ économique n'est évidemment pas sans soulever une contradiction intrinsèque du libéralisme et conduit à des alliances de prime abord étranges lorsque la volonté populaire décide de s'emparer ou est sur le point de s'emparer de la décision économique. Le capital est alors prêt à toutes les compromissions pour éviter cette fâcheuse situation qui, pourtant, est au cœur de l'éthos démocratique tel qu'on nous le présente, c'est-à-dire la prise en main, en principe, de son destin par un peuple. La démocratie peut devenir alors autoritaire. Je n'en dirai pas plus, car cette question sera l'une de celles que vont aborder Aude Lancelin avec ses invités, Thibaut et Cole. Je termine en remerciant Cole Stengler d'avoir accepté de participer à cette conférence, cette émission. Je suis très sensible à sa venue parmi nous. Noam Chomsky, que nous connaissons bien, sévère critique des médias dits de qualité depuis plus d'une trentaine d'années, disait, c'était très amusant, que le Financial Times était un des seuls journaux à dire le réel, car les businessmen ne peuvent se satisfaire, dis-je, de la propagande et de la désinformation auxquelles le lecteur ou l'éditeur est chaque jour confronté. Ils doivent prendre des décisions qui ont des incidences. Si Noam Chomsky avait à réfléchir à nouveau à la question, son jugement serait sans aucun doute le même, peut-être même plus sévère encore, car la situation de la presse a empiré en fait. Mais il mentionnerait sans doute cette exception heureuse que constitue QG Média, son indépendance et sa volonté de dire le réel. Pour ça, je les remercie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui, non pas dans le studio habituel de QG Média à Paris, porte de Clignancourt, mais à l'Université de Montréal, au laboratoire de cyberjustice, plus exactement dans le cadre du partenariat que nous avons initié entre nos deux structures. Avant toute chose, je voudrais remercier vivement Karim Benyeklef, le grand patron du lieu qui vient de s'exprimer, un observateur avisé des vicissitudes de la vie politique et intellectuelle française. Merci Karim, merci pour ta confiance qui vient appuyer les efforts de notre média en ligne QG dans son combat en France contre la dévastation du monde de l'information et de l'intelligence par les puissances d'argent. Je reprends les mots exacts du Conseil national de la résistance, des fameuses ordonnances sur la presse de 1944, ce qui va directement nous amener d'ailleurs au sujet du jour. On commence en effet cette semaine à Montréal pour QG avec une rencontre autour de nos démocraties occidentales malades et du néofascisme qui est en train de venir taper à leur porte. Des deux côtés de l'Atlantique, peut-être, c'est ce que nous allons essayer de déterminer aujourd'hui. Le terme de néofascisme sera bien sûr aussi à préciser, à justifier, ce que nous ferons dans la discussion qui va suivre dans quelques minutes. Je vais tout d'abord, bien sûr, vous présenter les deux garçons qui sont à côté de moi aujourd'hui pour cette discussion. Et tout d'abord, Cole Stengler, bonjour. Bonjour. Cole, vous êtes journaliste franco-américain, vous êtes basé à Marseille depuis 2 ans. Vous êtes spécialisé dans les questions politiques et sociales. Vous avez publié un essai Paris is not dead chez l'éditeur américain The New Press en 2023, qui n'est pas encore traduit en français. Donc je lance un appel aux éditeurs, un essai sur la gentrification
de Paris avec une thèse très originale, me semble-t-il. On pourra peut-être en dire un petit mot tout à l'heure. Vous êtes correspondant en France pour de nombreux médias anglo-saxons, The Nation, The Jacobin, The New York Times et beaucoup d'autres. Et vous travaillez actuellement sur un essai sur la crise de la démocratie aux États-Unis. Merci d'être avec nous à Montréal aujourd'hui. Merci à vous. Avec nous également Thibaut Biscaï. Bonjour. Thibaut, vous êtes docteur en sciences politiques, chercheur postdoctoral au Centre de recherche en droit public de l'Université de Montréal et vous êtes collaborateur régulier de notre média QG. Vous êtes notamment l'auteur d'une vaste enquête intellectuelle en 2 volets que nous avons publié déjà il y a un certain temps. C'était en 2020-2021. Oui, 2022, je crois. Et qui s'intitulait « Généalogie inquiète du macronisme ». On y reviendra, on citera même quelques phrases de ce texte absolument prémonitoire qui vraiment annonçait la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en France. Donc tout de suite, on va passer à l'échange. Je voulais commencer par une citation d'un auteur qui est Camus, Albert Camus, hein, pas Renaud Camus, même si Albert Camus lui aussi est devenu un auteur de plus en plus apprécié hein, des conservateurs français depuis une vingtaine d'années. Mais Camus disait la chose suivante. Faites attention, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. Je voulais avoir votre première réaction à tous les deux. Est-ce que vous pensez que c'est un peu ce que nous sommes en train de vivre en France et que la situation est réellement très grave? Moi, je pense que la situation est très grave. On peut juste regarder les résultats des élections qu'on vient de voir en France, aux législatives, où le Rassemblement national fait un score historique avec un record de députés à l'Assemblée nationale. Et donc, ça veut dire concrètement qu'il y a des millions et des millions de citoyens français qui sont attirés par le message de ce parti qui est un parti d'extrême droite, qui a des origines proches du fascisme, du néofascisme, mais qui est un parti d'extrême droite. Et je pense que c'est extrêmement inquiétant, le résultat de ces élections. Ce qui est aussi encore plus inquiétant, peut-être on aura l'occasion d'en parler, c'est ce nouveau gouvernement qui vient d'être nommé, avec le soutien plus ou moins implicite, informel pour l'instant, du Rassemblement national. Un gouvernement mené par la droite dure, peut-être le gouvernement le plus à droite dans l'histoire de la Ve République à discuter. Et donc tout ça m'inquiète beaucoup et c'est le produit aussi d'une énorme frustration démocratique et aussi le produit de ce message du Rassemblement national qui continue à trouver du soutien en France et c'est très inquiétant. Thibaut. Oui, je voudrais peut-être expliciter cette relation entre le fascisme et la démocratie, dont à laquelle la citation de Camus fait référence. Il est vrai que le fascisme, en général, se développe dans un moment où la démocratie est en dégénérescence, mais il faut voir de quelle démocratie on parle, peut-être. Démocratie parlementaire ou démocratie sociale, puisque si on regarde les exemples historiques, que sont le fascisme italien et le fascisme allemand, le nazisme, on était à chaque fois dans des moments de démocratie où la démocratie parlementaire était extrêmement malmenée, où elle était violentée, où les partis eux-mêmes étaient désintégrés en cliques, en factions. Et dans le même temps, on avait pour autant une démocratie sociale très vive, avec des travailleurs qui avaient pris conscience de leur pouvoir dans la société, qui avaient dénaturalisé un peu les rapports de production, qui avaient compris que c'était possible de changer les choses. Et le fascisme est arrivé comme un recours des classes bourgeoises, des classes possédantes, pour essayer justement
de contrer cette montée progressive des peuples sur la marge de l'histoire. Et dans le cadre italien, eh bien, c'est par exemple, voilà, on avait par exemple, juste avant l'arrivée au pouvoir de Mussolini, même pas 2 ans avant, le Biennio Rosso, qui était l'un des mouvements sociaux les plus réussis du XXe siècle, où les occupations d'usines ont été très puissantes. On a des gens comme Gramsci, Togliatti, qui étaient organisés d'un point de vue intellectuel, avec des journaux, l'Ordine Nuovo et tout ça, qui avaient réussi à faire que les travailleurs étaient en coalition. Ça n'a pas été réprimé dans le sang par le gouvernement de l'époque, Giulotti, mais pour autant, les patrons se sont ensuite organisés, et c'est les milices fascistes qui sont ensuite allées casser du travail, du syndicaliste, du travailleur, et tout ça a au final évolué vers la marche sur Rome 2 ans plus tard. Donc il faut voir, de la démocratie parlementaire est souvent très abîmée quand le fascisme arrive, mais la démocratie sociale, elle est souvent vive, et c'est justement ce dont ont peur les possédants dans ces cas. Alors, on va peut-être, avant de revenir à la situation française et aux élections américaines, puisque Thibaut, vous avez commencé à exposer la thèse que vous développiez dans Généalogie inquiète du macronisme, on peut peut-être aller énoncer celle-ci et puis faire réagir Cole à ce sujet. Vous disiez la chose suivante, le moment Macron, dont certains voulaient au début souligner les similitudes avec le blairisme, hein, c'était l'époque de la Startup Nation où on nous vendait un produit politique neuf, eh bien vous disiez déjà qu'il pointait vers des précédents bien plus inquiétants, et notamment vous évoquiez la République de Weimar. Et à juste titre, c'est pour ça que je parlais de papier prémonitoire, vous insistiez sur le fait que le prélude au fascisme avait été centriste, ce qu'on ne sait pas forcément, puisqu'on a l'impression que le nazisme a été un mouvement de masse irrépressible qui est arrivé au pouvoir par les urnes, etc. Enfin, c'est un petit peu l'image scolaire que beaucoup de gens ont. Alors, peut-être posons-nous directement la question, qu'est-ce qu'on répond à ceux qui nous disent aujourd'hui, ils ne sont pas ici dans cette pièce, mais oh là là, vous êtes un petit peu à gauche, vous êtes en train de vous monter la tête, le bourrichon, le Rassemblement national 2024, c'est quand même pas les chemises noires ou le parti nazi. On entend ça énormément en France en ce moment. Ils ont fait leur aggiornamento, ils ont rompu avec l'histoire, avec l'OAS, avec les nostalgiques de Vichy, avec l'antisémitisme. La question de l'antisémitisme, c'est-à-dire beaucoup de voies de blanchiment pour le Rassemblement national. Alors Thibaut, qu'est-ce que vous leur répondez à ce genre-là ? Je leur réponds que ce n'est pas la question. En fait, la question, c'est quelle est la conjoncture qui mène à une victoire de l'extrême droite. Et la conjoncture qui mène à une victoire de l'extrême droite, c'est l'austérité extrême, le fait d'imposer des choses en étant minoritaire. Par exemple, donc vraiment, le crépuscule de la République de Weimar, c'est les années 1930, début de 1933. En septembre 1930, on a donc un parlement, on a un chancelier, Brüning, qui impose des cures d'austérité extrêmement très fortes. Il fait partie d'un parti, le Zentrum, qui est arrivé dernier aux élections législatives. Donc la personne qui dirige le gouvernement allemand en 1930 est originaire du parti qui est arrivé dernier aux élections, un peu comme en France en 2024, quand on a un gouvernement dirigé par Michel Barnier, dont le parti a fait 5% des voix. Donc il est arrivé dernier derrière les communistes, derrière le NSDAP, le parti nazi, et derrière les sociodémocrates. Et ce gouvernement a dévoyé sous la férule du maréchal Hindenburg, le président du Reich, a dévoyé les outils constitutionnels de Weimar pour imposer des décrets-lois sans prendre sans du tout prendre en compte le refus parlementaire de ces décrets, pour mener une politique en fait, de modération salariale extrême, pour favoriser les exportations. Et en fait, on a abouti à 6 millions de chômeurs, mais à de très bons chiffres pour les industrialistes allemands. Donc tout ça en fait a mené
il y a eu des manigances, des tambouilles entre les partis et tout ça, a mené au final à ce que Hindenburg nomme Hitler en 1933. Mais ce n'était pas du tout le vœu du peuple. Et d'ailleurs, le parti nazi était en régression électorale au moment où il a été nommé par Hitler. Concernant ce parallèle historique, Cole, qu'est-ce que ça vous inspire? Je voulais rebondir à la question que vous avez posée avant sur est-ce que le Rassemblement national est un parti modéré maintenant, en tout cas moins extrême qu'avant. Moi, je pense que oui, ils ont changé leur discours. Moi, je préfère parler de l'extrême droite comme concept. Comment définir l'extrême droite? À mon avis, selon les chercheurs en sciences politiques, il y a deux éléments qui sont très, très importants pour comprendre cette vision politique de l'extrême droite. C'est le nativisme et l'autoritarisme. Le nativisme, c'est un concept qu'on utilise beaucoup aux États-Unis, qui est peut-être moins utilisé en France, mais en tout cas, ça fait référence à l'idée que pour les nativistes, l'immigration est au cœur de tous les problèmes. De tous les maux de la nation sont liés à l'immigration. Il y a une sorte de peuple enraciné qui serait menacé par cette immigration de masse et qu'il faudrait protéger le peuple de cette immigration. C'est un courant politique qu'on a vu développer aux États-Unis pendant longtemps. D'abord, les nativistes ont visé, ils étaient contre l'immigration venant de l'Irlande, ensuite de l'Europe du Sud, ensuite de l'Asie. Et donc, pour moi, le Rassemblement national clairement fait partie de ce courant-là. C'est ce qui aussi nous permet, à mon avis, de faire le lien avec le Parti républicain américain, qui aujourd'hui est un parti nativiste. Vraiment au sens historique. Et le deuxième critère, du terme, le deuxième critère pour moi, c'est l'autoritarisme. Et pour moi, évidemment, le Parti républicain de Trump, pour moi, est clairement autoritaire. On a vu les événements du 6 janvier 2021, la prise du Capitole, l'assaut du Capitole. Il est vrai que le Rassemblement national, peut-être Marine Le Pen et Jordan Bardella ne sont pas en train de contester les résultats des élections. Ils acceptent ça. C'est plutôt notre président de la République qui conteste les résultats des élections. Mais en tout cas, c'est ce qui distingue la droite traditionnelle classique de l'extrême droite. C'est déjà, est-ce que vous acceptez les règles du jeu démocratique? Et puis ensuite, est-ce que vous acceptez les bases de la démocratie libérale? Est-ce que vous acceptez la séparation des pouvoirs, la protection des minorités, l'état de droit? Et si on regarde ces critères-là, le Rassemblement national pourrait être qualifié comme un parti autoritaire. Parce que pour eux, ces principes que je viens d'évoquer sont plutôt vus comme des obstacles à la mise en place de leur programme anti-immigration. La Constitution, par exemple. La Constitution. On a vu d'ailleurs l'année dernière avec la loi immigration, qui a été ensuite, une grande partie de cette loi a été censurée par le Conseil constitutionnel. C'était quoi la réponse de Jordan Bardella? Il avait dit que c'était un coup de force des juges. Et donc, pour le Rassemblement national, le Conseil constitutionnel, aujourd'hui, est un obstacle pour la mise en place de leur programme anti-immigration. Pour revenir sur le droit du sol, pour expulser des millions, expulser les sans-papiers de France, pour mettre en place la préférence nationale, etc. Donc, c'est pour ça que je préfère parler de l'extrême droite, parce que ça nous permet, à mon avis, de bien comparer les républicains avec le RN. Pour rester un moment sur ce parallèle historique qui est très très fertile et qui donne vraiment à penser, qui est beaucoup plus, qui est réellement très inquiétant. Un autre intellectuel, un spécialiste du nazisme en France, dont on parle de plus en plus en ce moment, qui est Johann Chapoutot, rappelle lui aussi, comme vous le faisiez Thibaut dans votre grand article, que les nazis ne sont pas arrivés au pouvoir par les urnes, que c'est une social-démocratie aux abois qui les a appelés et qui a minimisé leur dangerosité, qui a cru pouvoir même les instrumentaliser, s'en servir comme de pions. Et ce sont beaucoup des discours qu'on entend aujourd'hui en France. Tout l'été, des gens ont expliqué qu'il fallait donner le plus vite possible le pouvoir au Rassemblement national pour qu'ils se grillent, pour qu'ils se ridiculisent, parce qu'ils n'ont pas les cadres adéquats et qu'on en serait rapidement débarrassé. Il faut savoir que cette histoire-là, en fait, elle a déjà eu lieu, malheureusement. Et je vais citer, pour avoir votre réaction à tous les deux,
Parce que Yoann Chapoutot a fait un grand papier justement à l'occasion des législatives cet été dans Le Monde diplomatique pour faire ce genre de rappel historique. Et je vais rappeler le début, le résumé de son article pour avoir cette base de discussion ensemble. L'article disait la chose suivante. Contrairement à une idée reçue, Adolf Hitler n'est pas arrivé au pouvoir par les urnes. Dans un contexte de crise parlementaire, répétition, et de panique morale orchestrée par une presse aux ordres, d'un magnat d'extrême droite, ce fut le résultat d'intrigues menées par des industriels et des banquiers. Tous entendaient casser l'élan électoral de la gauche et abattre l'État social. Alors c'est vrai que les similitudes avec la situation que nous sommes en train de vivre en France sont particulièrement frappantes. Est-ce que vous pourriez les développer ? Juste un mot avant de développer les similitudes sur le fait que... Et le rôle de la presse aussi. Ouais, on va en parler, mais sur le fait que, soi-disant, ce serait une bonne solution d'avoir le RN au pouvoir pour justement montrer leur incapacité, le fait qu'ils ne soient pas au niveau, quoi. En fait, la meilleure manière de donner des financements et de permettre à un parti d'avoir des cadres, c'est de les faire lire. Parce que surtout en France, on est dans un système où au plus vous avez d'élus, au plus vous avez de financement. Donc le parti va en fait avoir les moyens matériels de former des cadres et les moyens matériels de former de plus en plus de militants aussi. Donc faire élire des gens pour avoir l'idée potentielle de les faire échouer, c'est extrêmement dangereux. D'autant que ce sont de genres de paroles qu'on entend de la part de gens qui n'ont peut-être pas grand-chose à craindre du Rassemblement national, étant donné peut-être leur couleur de peau ou le lieu où ils vivent. Ce serait prendre un énorme danger pour beaucoup de monde, je pense. Par ailleurs, petite question en parenthèse, est-ce qu'on a déjà vu des fascistes rendre le pouvoir ? Non, autrement que par les armes. Non, mais je pense que, peut-être pour revenir au tout début de ce que je disais sur le nouveau gouvernement, qui à mon sens est très inquiétant, on a là vraiment un gouvernement qui, pour moi, est une synthèse entre voilà, le macronisme peut-être originel, entre guillemets, c'est-à-dire un macronisme qui veut faire imposer des réformes néolibérales. On a le budget qui approche, donc on va avoir un budget qui, a priori, sera un budget très austéritaire. On a ça. Et en même temps, on a des ministres qui sont clairement issus d'une droite très conservatrice, avec Michel Barnier qui, lui, s'est prononcé contre le mariage pour tous, qui a voté contre, il me semble, qui s'est opposé aussi à l'interdiction des thérapies de conversion. En tout cas, pardon, c'était le cas du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Donc on a ces figures de la droite conservatrice avec alliés à voilà, absolument. Et même au sein des Républicains, Bruno Retailleau passe pour l'aile droite et ultra-conservatrice. Oui, tout à fait. Et peut-être aussi pour juste revenir à ce que vous étiez en train de dire sur les médias, quand on parle de cette droitisation. Vous savez, il y a un livre, moi et Thibault, on en a discuté tout à l'heure. Il y a un livre qui est sorti d'un sociologue, Vincent Tiberi, sur cette supposée droitisation de la France. Est-ce qu'on est en train d'assister à une droitisation? C'est un refrain qu'on entend beaucoup. Moi, je l'ai entendu, pour ma part, en tant que journaliste qui travaille pour la presse étrangère. Les gens me disaient, mais vraiment, la France devient de plus en plus à droite. Ce que montre le livre de Vincent Tiberi, c'est que... c'est Vincent Tiberge. Pardon, Tiberge, j'en disais peut-être en... On était en train de... Ouais. En tout cas, voilà. Ce sociologue, dont j'ai beaucoup apprécié le livre, lui, il contraste, il parle d'une droitisation en bas et une droitisation par le haut. Donc, il contraste ces deux phénomènes. Pour lui, il montre qu'un certain nombre de sondages montrent que finalement les Français aujourd'hui sont assez ouverts sur les questions de genre, sur les droits des personnes LGBT, même sur l'immigration. Par contre, il y a une vraie droitisation en cours, mais c'est une droitisation des classes dominantes, des élites médiatiques, des partis politiques. C'était du reste la thèse de Jacques Rancière dans La haine de la démocratie. C'est-à-dire le poisson était en train de pourrir par la tête et par les élites. Ouais. Et c'est assez frappant le rôle des médias. Vous savez, là, juste avant de venir à ces conférences, j'ai refait un petit test, parce que c'est le journaliste Christophe Douvoubé qui couvre les États-Unis pour l'Humanité. On a fait une conférence une fois à la Fête de l'Humanité.
Et il a regardé combien de fois le Figaro avait, combien d'articles étaient consacrés à l'idée au terme du wokisme, voilà, l'idée du woke et du wokisme. Donc voilà, avant de venir aujourd'hui, je suis allé sur le site du Figaro et j'ai mis wokisme juste par curiosité. Donc sur l'année dernière, et il y avait 495 articles dans un an. Ça veut dire le Figaro fait 1,3 articles par jour qui contiennent le mot wokisme. Donc c'est une véritable obsession. D'ailleurs, je pense qu'on devrait pas... Sans parler du groupe Bolloré. Oui, voilà, ça c'est pour donner un autre exemple, parce qu'on pourrait évidemment parler de CNews. On va en parler, d'accord, je pense que c'est important. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est juste pour le petite anecdote. C'est une véritable obsession, le wokisme, et même les médias qui sont réputés, qui sont plus sérieux, d'ailleurs, le Figaro est un média plus sérieux, ils véhiculent... des idées qui sont clairement des idées liées à la droite et à l'extrême droite en France aujourd'hui. Alors, et au niveau du parallèle, donc avec la transition République de Weimar, centrisme dégénéré vers le fascisme. Vous savez, je ne suis pas sûr de vouloir me prononcer faire des parallèles historiques. Mais c'est vrai que ce qui est sûr, c'est que dans des moments de crise, l'extrême droite historiquement a pu en profiter, et je pense que c'est ce qu'on voit aujourd'hui en France. Comment dire, parce que j'ai pas envie non plus de trop critiquer la thèse de Vincent Tiberi, mais quand même, il faut reconnaître le fait qu'il y a un score record du Front National, du Rassemblement National, et je pense qu'à gauche, il y a peut-être une tendance à vouloir le sous-estimer, le négliger, voilà, mais c'est un fait réel, et je pense qu'il faut accepter qu'il y a une vraie base de soutien qui maintenant est une base transclasse, j'ai envie de dire. On a une base populaire avec des ouvriers et des employés qui votent pour le RN, mais on a aussi une part de la bourgeoisie, des électeurs qui avant votaient historiquement pour les Républicains, qui maintenant se disent je vais voter pour le parti qui a le plus de chances d'arriver au pouvoir, en l'occurrence le RN. Ce que j'ai vu dans mes reportages. C'est la différence de la période que nous vivons, c'est-à-dire que le Rassemblement National est devenu le parti de droite, et même des gens qui auparavant peut-être auraient eu un mouvement de recul, parient sur lui de façon assez décomplexée maintenant, et le disent même. On a vu ça sur les réseaux sociaux pendant les législatives, des gens tomber le masque. C'était très impressionnant. Oui, et moi j'ai parlé avec des électeurs là, pendant mes reportages. J'ai pu parler à Paris avec des électeurs qui m'assuraient qu'ils votaient toujours LR, Fillon, et que maintenant ils osent le pas. Et c'est ce qu'on voit aussi chez moi à Marseille, dans les quartiers sud de la ville, qui historiquement votaient pour l'UMP, pour LR, maintenant se tournent vers le Rassemblement National. Alors, si on veut tirer les leçons du moment que nous sommes en train de vivre en France aussi, je pense qu'on en parlait tout à l'heure avec Thibault, il y a quelque chose de très impressionnant, c'est que maintenant, le néolibéralisme, le macronisme, sous sa forme macroniste, est prêt à faire alliance ouvertement avec le néofascisme. Ce qui est très, très impressionnant, parce qu'en réalité, depuis les deux dernières présidentielles, 2017-2022, le néofascisme était l'assurance vie du macronisme, à savoir, on menait des politiques fiscales extraordinairement favorables aux plus riches, on saccageait les services publics, mais au moment du vote ultime, on disait aux sociodémocrates, aux professeurs de tout le pays d'aller voter contre l'extrême droite. Maintenant que le gouvernement Barnier a quasiment un pistolet sous la tempe du Rassemblement National et de Marine Le Pen, on voit que la complicité est objective. Est-ce que, lorsque à la prochaine présidentielle, quelle que soit sa date, peut-être qu'on vivra pour une fois une présidentielle anticipée, peut-être que c'est même la chose que l'on peut souhaiter, mais est-ce que vous pensez que le barrage républicain peut encore fonctionner sur des bases pareilles ?
Alors avant d'analyser peut-être les positions changeantes du macronisme vis-à-vis du Rassemblement national, ce qu'on peut noter, c'est non pas qu'on puisse mettre un signe égal entre les deux partis, évidemment, mais la compatibilité extrême de leur programme économique. Il y a très peu de choses qui distinguent le Rassemblement national du programme économique néolibéral de Macron. Il n'y a rien de redistributif dans le programme du Rassemblement national. Au contraire, il y a beaucoup de... On parle d'allègement des charges patronales, on parle de choses qui en fait sont tout à fait en ligne avec un programme néolibéral. Et évidemment sur les sujets dits sociétaux, typiquement voilà, immigration, wokisme, droit des minorités, de même on assiste à une convergence vraiment des positions entre la Macronie et le Rassemblement national. Donc d'un point de vue programmatique, véritablement, et puis même au niveau des méthodes de gouvernement, l'exécutif, voilà, cette glorification de l'exécutif, ce mépris du parlementarisme, ce sont des choses qui sont aussi similaires entre les deux partis. Après, la posture macronienne vis-à-vis du Rassemblement national, moi j'avais appelé ça l'antipopulisme autoritaire, parce que voilà, je m'inspirais de ce sociologue britannique Stuart Hall qui parlait de populisme autoritaire en parlant de Margaret Thatcher et de son projet de société, hein, vraiment qui jouait sur les paniques morales, sur les peurs, le côté victorien, la nostalgie du passé et tout ça. Macron, lui, c'est plutôt de l'antipopulisme, c'est-à-dire qu'il s'est prononcé dès les européennes de 2019, il y avait cette idée de dire c'est moi ou le chaos, je suis le protecteur de la démocratie libérale, et en face, vous avez en fait des gens qui sont irresponsables, qui sont brutaux, etc., etc. Et il y avait beaucoup de choses un peu tactiques derrière. Il voulait en fait faire en sorte de parler des extrêmes au lieu de parler de l'extrême droite. Voilà, les populistes, les extrêmes. Mais bon, il se focalisait quand même vraiment sur Le Pen et le RN pour en faire en sorte que ce soit l'adversaire principal. Et ça a terriblement appauvri le débat démocratique, parce que ça a mis de côté symboliquement toutes les autres forces d'opposition, en se focalisant uniquement sur le RN. Et ça n'a pas du tout affaibli le RN, ça l'a légitimé en fait dans ses thèses et aussi dans son positionnement et aussi à plein de niveaux en fait. Donc ça c'était vraiment pendant le premier quinquennat, et puis depuis 2021 on peut assister vraiment à on l'a eu avec Jean-Michel Blanquer ou avec Frédéric Vidal qui déjà faisait cette offensive sur l'islamo-gauchisme à l'université, etc. Là on a commencé vraiment à voir ce glissement sémantique, rhétorique vers l'extrême droite. Qui est tout aussi inefficace en fait. Macron, en fait, comme Macron a fait sa carrière politique sur la cooptation depuis le tout début, depuis 2017, il a cru penser qu'il allait pouvoir coopter en fait des gens à l'extrême droite également dans son parti. Mais c'est une erreur. Et aujourd'hui, on voit vraiment les limites de cette cooptation systématique puisqu'il est forcé à la coalition. En fait. Donc, il y a même des raisons légitime de penser que Macron, en décrétant cette dissolution au plus haut de la vague RN, juste après les européennes, souhaitait une cohabitation avec le Rassemblement national. Est-ce que c'est, Cole, votre interprétation ? Et est-ce que, là encore, on n'est pas en train de voir une leçon du moment incroyable, à savoir que le néolibéralisme radicalisé est prêt à faire une alliance avec le néofascisme et qu'il ne laisse pas une seule miette à la social-démocratie. La meilleure preuve de ça étant qu'il a refusé, contrairement à tous les usages républicains, de nommer un Premier ministre de gauche. Alors, je ne sais pas exactement ce que pense Emmanuel Macron. J'ai essayé d'arrêter de réfléchir à ce qu'il pense réellement lui-même quand il fait ses choix politiques. Mais ce qui est clair, en tout cas c'est ce qu'a montré un certain nombre d'articles de presse, c'est que Emmanuel Macron a très peu participé finalement dans l'organisation de ce front républicain. C'était plutôt son Premier ministre, Gabriel Attal, qui lui avait mis de la pression sur les députés macronistes pour appeler à faire barrage contre le RN. Alors que Emmanuel Macron, a priori, selon les articles et selon ce qu'on sait, aujourd'hui, faisait très peu d'efforts et finalement voulait plutôt se retirer. C'est plutôt une position étrange pour un président de la République. Je suis d'accord, oui, avec vous pour ne pas spéculer sur ce qui se passe dans la tête d'Emmanuel Macron. De toute façon, je crois que c'est impossible de le comprendre.
mais les actes parlent d'eux-mêmes. Et c'est vrai que cette dissolution, rien ne l'y contraignait en fait. Hein, parce qu'il est toujours passé en force avec toutes sortes de 49.3. Donc s'il l'a fait à ce moment-là, dans l'urgence, il y a forcément... C'est ce que moi j'ai essayé toujours dans mes articles pour la presse étrangère, quand on me demandait d'expliquer mais pourquoi Emmanuel Macron a fait une dissolution, pourquoi il appelle à de nouvelles élections. Je disais toujours qu'il y avait cette théorie, c'était possible, que finalement il était prêt à gouverner avec, il voulait que le RN soit au pouvoir pour finalement, c'est ce que tu disais Thibaut tout à l'heure, pour montrer que finalement le RN est incapable, qu'ils ne sont pas prêts à gouverner, etc. etc. Donc je pense que c'est tout à fait plausible. Et oui, je pense que je m'arrêterai là. On va peut-être parler un petit peu des États-Unis aussi, hein, puisque c'est l'intitulé de notre conférence du jour, hein, les parallèles ou non qu'on peut établir entre les deux situations politiques, les deux moments électoraux particulièrement exacerbés qu'on est en train de vivre. D'abord, je voulais vous demander à tous les deux, c'est pas forcément facile de répondre, mais est-ce qu'on peut vraiment esquisser un parallèle entre le Trumpisme, entre Trump comme mouvement politique et le Rassemblement national? Et est-ce qu'on peut qualifier les deux, pour le Rassemblement national, on vient de le faire, mais est-ce qu'on peut rattacher le Trumpisme au néofascisme? Je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être moi je pourrais commencer. Moi j'ai aucun problème à faire des parallèles entre le RN et le Parti républicain. Comme je disais, je trouve qu'ils ont tous les deux ces bases à la fois nativisme et autoritarisme. Peut-être pour parler. Et le Rassemblement national. Et le Rassemblement national. Ouais. Ce sont des partis nativistes et autoritaires. Donc j'avais évoqué tout à l'heure le 6 janvier 2021. Ce qui est intéressant, c'est que ce côté autoritaire va beaucoup plus loin que Donald Trump. Ce même jour de l'assaut du Capitole, il y avait plus de la moitié des députés républicains à la Chambre des représentants qui ont voté contre la certification des résultats des élections présidentielles. Donc plus de la moitié des députés républicains qui ne voulaient pas accepter le fait que Joe Biden avait gagné l'élection en 2020. D'ailleurs, quand vous regardez les sondages, même aujourd'hui, je pense que l'année dernière, il y avait 7 électeurs républicains sur 10 qui pensent que la victoire de Joe Biden n'était pas une victoire légitime en 2020. Donc vous avez une base, vous avez des élus qui n'acceptent pas le fait qu'ils ont perdu une élection. Et puis en regardant le programme du Parti républicain, c'est clairement un programme nativiste et autoritaire. Le premier point évoqué dans le programme du parti, qui était approuvé au Congrès, à la Convention, c'est l'expulsion des immigrés sans papier des États-Unis. Et Donald Trump propose d'organiser cette expulsion avec l'armée. Donc on a quand même on a atteint un niveau qui, j'ai envie de dire, presque à 100 précédents aux États-Unis. Donald Trump estime qu'il y a 18 millions d'immigrés qu'il faudrait expulser des États-Unis avec l'aide de l'armée. Voilà. Et aujourd'hui, il pourrait très facilement gagner les élections. Donc, non, pour moi, il n'y a aucun problème à appeler le Parti républicain un parti d'extrême droite. Évidemment, il y a des nuances, des débats, même au sein du parti qui continuent, mais c'est un parti qui s'est radicalisé. Et dans les deux pays, on a vu ce phénomène-là, une radicalisation des électeurs de droite dans les deux sens. Thibaut, est-ce qu'on peut rapprocher le Rassemblement national du Trumpisme? Déjà, j'aimerais bien dire que le Trumpisme, je pense, peut mériter le qualificatif de néofascisme. J'en suis convaincu parce qu'il est bâti. Quels sont les critères pour vous alors? Le mensonge, l'outrance, le recours à la violence, l'encouragement à la violence, une pensée civilisationnelle qui va classer les êtres humains. Je pense que pendant le débat Trump-Harris d'il y a 2 semaines, le fait d'avoir dit, par exemple, que les immigrés haïtiens à Springfield, Ohio, mangeaient les chats et les chiens des habitants, on arrive à quelque chose d'animalisant et de déshumanisant qui, en fait, rappelle vraiment le vocabulaire qui était employé en d'autres temps à destination des Juifs, à l'encontre des Juifs. Je veux dire, c'est quelque chose de vraiment très, très... qui donne la nausée là-dedans.
Mais alors, moi, ce qui est intéressant avec le Trumpisme, je me réfère notamment à un grand historien Robert Paxton, qui, donc spécialiste du fascisme, spécialiste de la France de Vichy, qui dans le Harper's justement, dont vous recevez John MacArthur dans quelques jours, dans le Harper's en 2017 avait expliqué le Trumpisme n'est pas du fascisme, c'est une plutocratie. Donc vraiment, les plus riches sont au pouvoir. Il s'est révisé en 2021 dans Newsweek où il explique maintenant, après le 6 janvier, je suis prêt à appeler le Trumpisme du fascisme parce que ça lui a rappelé vraiment le 6 février 1934, en fait, ce qui s'est passé au Capitole ce jour-là. Et donc cet appel à l'insurrection contre les institutions, cet appel à la violence, pour lui est constitutif du fascisme et je pense qu'il est constitutif du Trumpisme aujourd'hui. Alors après, la comparaison avec le RN, elle n'est pas évidente, parce que le RN, c'est policé depuis 15 ans. Donc forcément, alors effectivement, on pourrait vous dire, le Trumpisme, il y a un populisme authentique. Le Rassemblement national joue la carte de la respectabilité bourgeoise droitière aujourd'hui. Même si malheureusement, il est élu par des classes très populaires, voire très pauvres. Pas que. Et il ne sert pas leurs intérêts, absolument pas à l'Assemblée nationale. Mais en tout cas, dans son expression publique et dans sa sociabilité nouvelle, c'est de plus en plus un parti bourgeois. Oui, c'est vrai, et il a joué sur la respectabilité. Mais par exemple, ce qui est intéressant, c'est de voir quand... Par exemple, on a eu l'irruption, je pense, et là on peut peut-être avoir plus de consensus sur ce personnage-là, mais l'irruption de Zemmour, d'Éric Zemmour à la présidentielle de 2022. Je pense qu'on peut qualifier Zemmour de néofasciste dans sa rhétorique, dans son programme. Vraiment, il y avait cet aspect civilisationnel, il y avait cet aspect fasciste même. Oui, fasciste même. Après, fasciste, on dit beaucoup, les historiens disent c'est vraiment l'entre-deux-guerres, etc. Bon, après, c'est pour ça que j'utilise le néologisme néo. Mais c'était intéressant de remarquer la fongibilité des cadres du Rassemblement national qui sont passés chez Zemmour. On en a quand même eu beaucoup. Il y a eu Gilbert Collard, il y a eu Marion Maréchal, il y a eu De Saint-Affrique, Jérôme Rivière, des gens qui étaient quand même assez bien placés dans le parti, qui sont de manière tout à fait fluide, se sont en fait fondus dans le zémourisme. Mais il y a une extrême proximité en réalité. Exactement. C'est bien pour ça que je pense qu'on a peut-être tort de se... Ils ont été séparés par l'ambition plus que par l'idéologie. Même, on a eu le parallèle avec Maigret aussi, dans les années 2000, c'était à peu près ça aussi. Donc, il ne faudrait pas aller trop vite en besogne en pensant que le Rassemblement national s'est vraiment débarrassé de ses racines qui sont, elles, néofascistes pour de vrai, avec l'OAS, avec Ordre Nouveau, etc. Le parallélisme, ensuite, oui, c'est un vote de colère, c'est sûr, mais c'est aussi, je pense, dans les deux pays, un vote petit bourgeois. Et il y a une peur du déclassement dans ces classes vraiment moyennes qui sont à la limite de tomber vraiment dans la pauvreté, qui ont peu d'assurance sociale, etc. Et aux États-Unis, c'est plus le secteur extractif, notamment, qui a aussi beaucoup de gens qui votent. Je réagis sur votre terme petit bourgeois. Pour le Rassemblement national, il y a quand même en France, on peut en discuter, mais une dominante ouvrière très, très importante. Je rappelle les chiffres qui sont impressionnants aux dernières législatives et qui d'ailleurs esquissent toute la reconquête qui va être extrêmement difficile pour la gauche à venir. Aux législatives, 57% des ouvriers ont voté Rassemblement national, 21% seulement pour la gauche. Je rappelle qu'en 1981, ils étaient 80% à voter pour le Parti socialiste. J'aimerais avoir votre regard à tous les deux. Oui. Je pense que le Parti républicain aux États-Unis est aussi un parti avec une coalition transclasse avec une vraie base, une base petit bourgeoise. Vous savez, aux États-Unis, les partis politiques sont immenses. C'est pas comme en Europe. On a des grandes coalitions et on n'a que 2 partis. Donc le Parti républicain aux États-Unis rassemble une vaste coalition. Il y a à la fois effectivement des gens qu'on pourrait qualifier comme petits bourgeois, des entrepreneurs qui votent républicains, qui continuent à voter républicain même avec Donald Trump. Mais en même temps, il y a une base populaire qui est de plus en plus importante. Il y a une division, une fracture qui devient de plus en plus importante aux États-Unis. C'est le vote
c'est le rôle du diplôme dans le vote. C'est-à-dire les diplômés vont voter de plus en plus démocrates, les personnes non diplômées vont voter plus républicains. Et donc, en France aussi, vous le savez, les chiffres sont écrasants. Oui, ce qui n'est pas une façon parfaite de traduire non plus la notion de classe, mais en tout cas, ça nous donne une idée, parce que la classe aussi, c'est lié à sa position dans les rapports de production et tout. Mais en tout cas, il y a une vraie base populaire du Parti républicain qu'il ne faut pas négliger non plus. Et ça, je ne sais pas si on aura l'occasion de parler un peu de la gauche, mais c'est aussi la responsabilité de la gauche. Le fait d'avoir perdu une base populaire historique, et je pense aux électeurs avec qui j'ai parlé en reportage cet été en Virginie occidentale. C'est un État qui était un État où historiquement très lié aux mines de charbon, au syndicalisme, qui dans les années 90 votait plus démocrate que la Californie, dans les années 90. Aujourd'hui, est devenu bastion du Trumpisme. Et je suis désolé, mais les électeurs qui votent Trump en Virginie occidentale ne sont pas riches, ils ne sont même pas petits bourgeois. C'est un des États les plus pauvres des États-Unis. Et pourtant, ils votent pour un parti qui, visiblement, n'a pas grand-chose à leur proposer. Donc, voilà, je pense à la gauche de répondre à cet énorme problème. Si Thibault est d'accord, je veux bien qu'on parle effectivement à un moment de la gauche, hein, puisque toute la question justement de notre débat, c'est comment le néolibéralisme a finalement engendré le néofascisme. C'est vrai que la gauche a une responsabilité énorme avec son tournant néolibéral, dont on a fait beaucoup l'histoire. Mais moi, j'aimerais qu'on s'intéresse, qu'on essaie de se projeter sur les moyens de la reconquête. Parce que je pense que... sur l'historique, on sera tous d'accord sur les trahisons du Parti socialiste, le tournant de la rigueur, Jospin, les privatisations massives, etc., jusqu'à François Hollande et finalement l'accouchement du banquier d'affaires président de gauche, puisque c'est comme ça qu'il se présentait au début. Mais sur les moyens de la reconquête, d'ailleurs, j'ai vu que vous aviez écrit un article à ce sujet, Cole, sur le débat actuel qui traverse la gauche entre François Ruffin, un député de Picardie, et la direction de la France insoumise. Je rappelle un petit peu les faits pour ceux qui n'auraient pas suivi, mais François Ruffin a quitté pendant les législatives précipitées la France insoumise. Il a un conflit de personnes, mais un conflit de ligne politique avec la France insoumise. Il est revenu sur ce conflit dans un long texte publié suite à la fête de l'Humanité où il a été... sifflé, malmené, traité très durement par les militants de la France insoumise qui étaient présents. Lui considère que la gauche ne mène pas le combat de reconquête dans les territoires ruraux notamment, qu'elle s'est concentrée sur la jeunesse et les quartiers populaires. Évidemment, ce constat-là n'est pas accepté par Jean-Luc Mélenchon et les siens. J'aimerais qu'on en discute un petit peu, si vous voulez, que vous donniez votre sentiment sur le diagnostic qui est posé par François Ruffin. Est-ce que les termes du débat et du défi, surtout, qui s'offre maintenant à la gauche dans les dizaines d'années à venir, est posé correctement ou pas ? Je pense que déjà, il faut accepter juste les faits qui sont devant nous. Et sans parler de stratégie politique, je pense que ce que François Ruffin essaie de dire, c'est que la gauche fait des très mauvais scores dans la ruralité, que la gauche fait des mauvais scores chez les ouvriers, les employés, et qu'il faut accepter cette réalité. Même avant de commencer à discuter stratégie, malheureusement, il y a certaines personnes à gauche qui n'ont pas envie d'entendre cet argument. Donc, je ne parle même pas de la stratégie à poursuivre, mais il faut déjà accepter les faits. Et peut-être, avant de laisser la parole à Thibault, je vais aussi répondre en parlant des États-Unis. Vous savez, pour répondre à ce problème, qui est aussi un problème très grave aux États-Unis, les démocrates les plus progressistes, les démocrates qui
font mieux leur travail, à mon avis. Ce sont les démocrates qui reconnaissent qu'il faudrait, pour regagner la confiance de ces électeurs populaires que les démocrates ont perdu, il faudrait porter des vraies améliorations vraiment au quotidien pour les électeurs. Et qu'à un moment, les prises de position, c'est très bien, la rhétorique, c'est très bien, mais finalement, il faudrait montrer que quand la gauche est au pouvoir, quand les démocrates sont au pouvoir, on va améliorer vos vies, mais d'un point de vue très matériel, très concrètement. C'est le secret c'est pas vraiment un secret, mais c'est comme ça que la gauche a réussi historiquement. Et donc je pense qu'en France, avant de continuer sur la question Ruffin et française, puisque vous avez la parole, est-ce que la candidate démocrate, Kamala Harris, qui a remplacé au pied levé Joe Biden, a un bilan démocrate à faire valoir sur le plan social, justement? Je pense que le bilan de Joe Biden est mitigé, mais en tout cas, on voit que Biden a compris que ses prédécesseurs avaient perdu la confiance d'une partie de l'électorat et qu'il fallait regagner la confiance des électeurs. Et Biden a essayé de faire comme il pouvait dans les circonstances qui n'étaient pas optimales au Congrès. Je ne suis pas non plus un grand partisan de Joe Biden, mais il faut accepter encore une fois, regarder son bilan. Par exemple, pour faire la comparaison avec Barack Obama, le plan de relance de Joe Biden, quand il arrive au pouvoir, est trois fois plus grand que le plan de relance de Barack Obama. C'est-à-dire que Biden, quand il arrive au pouvoir, il se dit il ne faut pas refaire la même erreur que Barack Obama en faisant un plan de relance trop timide, en essayant de faire des compromis avec les républicains. Je pense que Biden a compris que de toute façon les républicains allaient être opposés à ce plan, donc il fallait y aller et il fallait avoir des vraies mesures concrètes. Donc des crédits d'impôt pour les familles, des chèques de $1 400 par personne, etc. Il a essayé de faire réformer les lois qui empêchent les travailleurs de se syndiquer aux États-Unis, sur le plan des politiques contre les monopoles, contre les pratiques anticoncurrentielles. Biden a essayé de faire des choses. Donc, il a essayé. Le problème, c'est que, pour revenir à ce que je disais au début, les preuves... Il y a des intentions, mais on attend toujours les résultats concrets de ces politiques. Il avait du mal à faire approuver des lois au Congrès, bloquées par les républicains. Tous les politiques anticoncurrentielles, contre les pratiques anticoncurrentielles, ça prend du temps. Et donc, les électeurs, ils se disent, il y a un taux d'inflation important, je continue à avoir du mal à payer mon loyer, je ne peux pas avoir un crédit immobilier. Et donc, dans les faits, c'est un bilan mitigé. Alors, on va revenir aux élections américaines et au personnage de Kamala Harris, à son programme, parce qu'il y a une curiosité dans le public français à cet égard. On est assez mal informé sur ce que... Aux États-Unis aussi, peut-être, oui, c'est vrai qu'elle a surgi rapidement dans le champ de vision. Mais d'abord, j'aimerais avoir la réaction de Thibaut, bien sûr, sur ce conflit maintenant qui traverse la gauche en France, sur la ligne qui oppose Ruffin à la direction de la France Insoumise. J'ai peu de choses à dire sur le conflit au sein de la France Insoumise, sinon que... Sur la ligne qui est quand même... Ouais. Une question de fond pour le coup. Oui, non, bien sûr. C'est pas... Mais dans les médias, on essaie de présenter ça comme des affaires d'ambition ou de personnes. C'est vraiment une question de ligne, à mes yeux en tout cas. C'est une question extrêmement sérieuse. Oui, c'est la place de l'universalisme en fait, au sein des coalitions, des forces de gauche. Est-ce qu'on doit aller vers parler à chacun, ou est-ce qu'on doit parler à des segments de population? Et je pense que ça a en fait choqué beaucoup de monde que LFI, par exemple, fasse toute sa campagne des européennes sur le sujet de Gaza, qui est on ne peut plus important, mais c'est compliqué d'avoir juste ce positionnement-là et de proposer assez peu de choses. En fait, en tout cas, d'un point de vue rhétorique, en tout cas en parlant aux électeurs et tout ça, ça peut embraquer beaucoup, malheureusement. Ça ne devrait pas, mais c'est le cas. Et je pense que beaucoup de gens ne se sont pas sentis représentés dans les revendications de LFI à ce moment-là. Et Ruffin a sans doute réagi un petit peu à ça aussi. Moi, ce que j'aimerais dire, au-delà de cette polémique Ruffin-Mélenchon, c'est que dans les moments où la gauche a été très puissante, ça n'a pas été juste disons, des occupations ou des mouvements sociaux, ça a aussi été de l'éducation.
Et ça, l'éducation, la gauche actuelle, telle qu'elle est en France en tout cas, a laissé ça tomber, j'ai l'impression. Je pense qu'il y a une appétence chez les citoyens, chez les électeurs, pour comprendre mieux comment le système capitaliste fonctionne, comprendre mieux la source des inégalités. Il y a une appétence pour davantage de redistribution. Et la gauche, en fait, perd une opportunité de faire de l'éducation populaire alors qu'en fait, elle se soumet au format ultra court de TikTok, des réseaux sociaux. Elle n'est pas du tout dans cette prospective d'apporter la connaissance à l'électeur, donc elle ne le respecte pas vraiment en fait. C'est l'impression que je donne en tout cas. Tout à fait, et ce que vous dites, Thibault, rejoint d'ailleurs cette querelle qui traverse la gauche, puisque ce que reproche François Ruffin à Jean-Luc Mélenchon, précisément, c'est d'avoir dit à plusieurs reprises on n'a pas le temps de convaincre, de faire du porte-à-porte, de convaincre toute la Picardie, de la ramener à gauche. Donc on se concentre sur les bassins de population où on peut faire des cartons. Et effectivement, d'ailleurs, entre 2022 et 2024, aux législatives, les députés de Seine-Saint-Denis ou de Paris Intramuros, d'ailleurs 19e arrondissement, 20e arrondissement, sont passés de scores de 52% à plus de 60% pour certains. Non, il y a un passage assez frappant dans le livre de François Ruffin où il cite Mélenchon. Je pense que c'est une interview que Mélenchon a donnée il y a quelques mois à un journal italien, la Repubblica, je pense, où il dit, en gros, la stratégie, c'est... il faut peut-être... Je pense qu'il dit... Peut-être, il faut que je cite bien Mélenchon. Je pense qu'il dit c'est pas grave si 72% de la population me déteste. Ce qui compte, c'est que j'ai mes 28%. Comme ça, alors ça, j'ignorais cette citation. Comme ça, je suis au second tour, et au second tour, on va voir qui est-ce que les gens détestent le plus, moi ou Marine Le Pen. Et je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne stratégie électorale. Non. On peut en rigoler, mais je pense que stratégiquement, c'est un peu ça le chemin qui est proposé par Jean-Luc Mélenchon. Malheureusement, pour rebondir sur ce que vous dites, on est en réalité dans la continuité du discours de François Hollande qui avait pu dire pendant son quinquennat, perdre les ouvriers, c'est pas grave finalement. La stratégie Terra Nova finalement. Oui, sans doute. Il y a une continuité là-dedans, je la vois en tout cas. Et c'est le même, encore pour faire des liens avec les États-Unis, c'est le même défi devant la gauche américaine. C'est-à-dire, vous prenez les maires députés, enfin les députés les plus à gauche associés avec le Squad, qui sont les plus connus, et aussi Rachida Tlaib, Ilhan Omar, qui font du super travail, de l'excellent travail, qui essaient justement de reconstruire ces liens avec les classes populaires. Malheureusement, pour l'instant, ces députés les plus à gauche sont élus dans les grandes villes, dans des circonscriptions qui sont très favorables à la gauche. Et la gauche a beaucoup de mal à faire élire des gens ailleurs, dans la ruralité. Et je pense qu'il n'y a pas vraiment de recette magique. Il y a un politicien qui a essayé aussi de repérer ces liens, mais à la ruralité aux États-Unis, c'est Bernie Sanders. Et qui a fait des bons scores dans les primaires démocrates dans un certain nombre d'États qui généralement votent moins démocrates. Mais justement, il faudrait que quelqu'un reprenne le travail parce que, un peu comme en France, il faudrait un peu plus il faudrait du renouvellement en politique aussi. Alors, venons-en à la question Kamala Harris, comme on le disait à l'instant. C'est vrai que la candidate démocrate, telle qu'on l'aperçoit de France, on a un petit peu l'impression qu'elle surgit comme Macron en 2017-2022, à savoir, elle profite du repoussoir qu'il y a en face. Marine Le Pen chez nous, Trump aux États-Unis. Et qu'elle est là, que son offre politique principale consiste pour les électeurs de gauche à les protéger contre l'arrivée du néofascisme. Mais est-ce qu'il y a autre chose chez elle ? Est-ce que, pour dire les choses un peu brutalement, est-ce que c'est une candidate de gauche, Kamala Harris ? En tout cas, on sait que... elle va faire campagne, elle fait campagne sur la plateforme du Parti démocrate. Et comme je disais tout à l'heure, on sait que cette plateforme, ce programme
et un programme qui est plus à gauche que le programme de Barack Obama, de Bill Clinton. Donc le programme, on a un certain nombre de propositions qui sont assez progressistes sur le salaire minimum, sur le syndicalisme, sur la nécessité de continuer à combattre le réchauffement climatique. Donc ces propositions sont là, elles sont réelles. Par contre, effectivement, on ne sait pas trop comment Kamala Harris pourrait gouverner en tant que présidente. Et puis il y a un autre élément, juste pour ajouter dans la discussion, qui est très très américain, mais qui est quand même le rôle de l'argent dans la campagne, le rôle des gros donateurs. Kamala Harris, pour faire campagne, doit faire des collectes de fonds et doit avoir le soutien de beaucoup de grands donateurs. Et donc, quelqu'un qui a fait carrière politique en Californie, où il y a le Silicon Valley qui a historiquement été très proche du Parti démocrate, voilà, on pourrait imaginer qu'il y a un certain nombre de ces donateurs qui voudraient qu'elle change de ligne, notamment sur des questions de lutte contre les monopoles, ce qui est quand même des points forts de l'administration de Joe Biden. Mais c'est vrai, le problème, c'est qu'on a du mal à savoir comment elle pourrait gouverner. Parce que, et d'ailleurs, Kamala Harris elle-même, en ce moment, elle fait peu d'interviews. C'est un choix, ça fait partie de sa stratégie de donner très peu d'interviews. Pour s'exposer le moins possible. Voilà. Et donc, ce qui me fait penser, a priori, ce ne sera pas la même, parce que les démocrates ont pris ils ont pris des leçons de la catastrophe de 2016, mais ça me fait penser un tout petit peu à la campagne de Hillary Clinton en 2016, où effectivement on se disait on a un candidat extrémiste en face, il faut laisser Trump faire ce que fait Trump, et puis nous on va essayer de ne pas prendre trop de positions trop tranchées, et puis finalement on va gagner. Et vraiment je dis ça avec beaucoup de... il faut reconnaître que le Parti démocrate a aussi appris un certain nombre de choses, et c'est pas le même parti. Mais bon, je dis juste que on peut penser quand même un tout petit peu à la campagne de Hillary. Thibaut, votre regard sur Kamala Harris alors? Oui, la question des grands donateurs, elle est très très importante. Je veux dire, il y a cette administration Biden avait notamment à la Federal Trade Commission, je crois, Lina Khan, qui est quelqu'un d'extrêmement volontariste dans le fait de casser les monopoles, d'essayer de s'en prendre aux GAFAM. Et il y a je pense notamment, je crois que c'est Ray Hoffman, un Californien, je crois qu'il est à la tête de LinkedIn, qui avait dit, qui est grand donateur du coup pour Harris, et qui a dit, voilà, Lina Khan veut casser le business aux États-Unis, donc et anti-business. Donc ça, on peut imaginer le genre de pression qu'il pourrait y avoir. D'ailleurs, Obama a été très lenient, très indulgent vis-à-vis de Wall Street au niveau après la crise de 2008, justement parce qu'il y avait cette pression des donateurs. Il y a aussi quelques relations un peu avec Uber, et ça nous rappelle Macron un petit peu avec Kamala Harris. On a notamment le lobbyiste en chef d'Uber, qui est l'ancien lobbyiste en chef, qui est dans sa campagne, dans son équipe de campagne, David Plouffe, je crois. Donc voilà, on a des liens très forts avec les milieux de l'argent, mais ça, c'est la démocratie américaine, malheureusement. Oui, je pense à ce que, quand j'étais justement à Washington pendant mon reportage, où je déjeunais avec un ami qui travaille à Washington, et il a dit, donc, pour votre livre, pour expliquer aux Français la politique américaine, ce qu'il faut dire, c'est qu'ici, ce que les Français pourraient considérer comme de la corruption, c'est le point de départ de toute la politique aux États-Unis. C'est-à-dire, on va vous donner de l'argent pour faire campagne, et si vous n'avez pas assez d'argent, vous ne pouvez même pas faire campagne. Washington est une ville remplie de lobbyistes, et l'échange d'argent fait partie de la politique. Ça fait partie du jeu politique aux États-Unis. Et ça, c'est quelque chose que, malgré tous les parallèles que j'aime faire avec la France, on est quand même très loin de ça, en tout cas aujourd'hui en France. Pas à ce stade. Alors pour terminer peut-être cette discussion, en revenant à la situation française,
il y a une chose qui est très frappante avec ce gouvernement issu de la dissolution, pour le moins étrange, hein, puisque sa légitimité démocratique est extrêmement faible, puisque les Républicains sont le parti le plus désavoué dans les urnes par les Français, hein, ils tournent autour de 5%. On a le sentiment vraiment que le président de la République s'est arc-bouté pour ne rien lâcher en réalité sur la question de l'austérité, des plans de coupe qui sont réclamés urgemment maintenant par Bruxelles. Hein. On devait d'ailleurs y passer le 20 septembre et puis bon, tous ces événements ont fait que nous avons obtenu un délai, mais on a le sentiment que c'est maintenant l'austérité elle-même qui dirige la France sans masque, sans phare. C'est très impressionnant, hein. 40 milliards de coupes sont réclamés par la France qui fait l'objet d'une procédure d'avertissement, ainsi que 5 autres pays. Historiquement, en resituant ça, est-ce que ça peut tenir en fait? Est-ce que sans habillage, sans storytelling, est-ce que ça peut marcher dans un pays comme la France? Mais déjà, je pense qu'il faut dire que l'austérité, il faut arrêter de penser l'austérité comme quelque chose de technique et comme quelque chose de conjoncturel. En fait, l'austérité, c'est consubstantiel au capitalisme. C'est pas né avec le néolibéralisme, c'est quelque chose qui est très ancien. Et en fait, c'est le meilleur moyen, c'est le meilleur bouclier du système en temps de crise, parce que ça égalise, c'est la protection du statu quo qu'il y a derrière l'austérité. Donc on joue sur les leviers fiscaux, les leviers monétaires, les leviers industriels, pour faire en sorte que la relation capitaliste soit préservée, ne soit pas menacée ni par les obstacles réglementaires, ni par les obstacles sociaux. Donc l'austérité, elle est capitale en fait pour faire en sorte que le système soit stabilisé, pour faire en sorte que cette relation entre quelqu'un qui vend sa force de travail et quelqu'un qui l'achète soit toujours au centre du jeu et que le secteur privé soit toujours au centre du jeu. Donc ça peut prendre en fait des formes diverses, hein, mais il y a notamment cette économiste américaine Clara Mattei, italienne, qui est à New York, à New School, qui a écrit ce très beau livre Capital Order, dans lequel elle explique les années 20. Elle compare en fait la Grande-Bretagne et l'Italie, Grande-Bretagne libérale, Italie fasciste, tous les deux ont fait de l'austérité. Pourquoi? Parce que les travailleurs, pendant la Première Guerre mondiale, ont compris, avec l'État qui a pris en charge la production, avec des salaires qui ont augmenté du fait de leur force d'organisation dans les syndicats, dans les guildes, qui ont compris en fait que le rapport capitaliste n'était pas naturel et qu'en fait on pouvait le renverser. Donc les gouvernants, libéraux comme fascistes, ont fait une austérité massive avec des moyens différents. Mussolini a utilisé la répression syndicale, les Britanniques ont préféré de façon plus indirecte de jouer sur l'outil monétaire pour faire en sorte qu'il y ait une dépression économique et que du coup les salaires soient à la baisse. Mais dans les deux cas, c'était l'idée de mater en fait toute velléité de changer de modèle économique, toute velléité de bifurquer vers quelque chose de différent de la relation capitaliste. Donc ça, l'austérité, c'est pas du tout une surprise et c'est pas Bruxelles qui impose ça dans le sens où ça a toujours fait partie du système capitaliste et ce sera toujours l'arme qui sera utilisée pour sauvegarder le système en temps de crise. Enfin, en l'occurrence, on est quand même mis sous pression. Bien sûr, mais factuellement, en fait, on est aussi mis sous pression par les classes sociales les plus hautes de notre pays qui disent, regardez, il y a une contrainte extérieure, c'est pas juste nous, c'est Bruxelles qui dit aussi qu'il faut couper dans les dépenses. Alors ça, c'est souvent utilisé comme argument rhétorique hein, pour faire passer la pilule, mais si on en croit par exemple à Yanis Varoufakis, l'ancien ministre des Finances grec, qui s'exprime en ce moment dans l'espace public, lui dit toujours depuis 2015, depuis le fameux été où Syriza a été brisé, il dit que la véritable cible, c'est quand même la France à un moment donné hein, pour les instances de l'Union européenne. La mise au pas de la France. J'ai hâte de lire Cool. Je pense qu'il y aura peut-être une opportunité politique pour la gauche en France. Il y aura évidemment ce budget je pense que va faire mal à beaucoup de gens et ça va être dur. Il y aura des coupes du budget dans l'éducation, les hôpitaux peut-être. Mais en tout cas, il y a une opportunité politique aussi pour la gauche peut-être de se positionner vraiment contre ce budget et de dire finalement aux électeurs qui ont voté pour le RN,
en se croyant voilà, faire un geste populiste contre les élites politiques, que finalement le RN et Macron, c'est le même combat, et que le RN et les macronistes, tous les deux, veulent, ils ont envie de faire baisser le budget de vos écoles, de vos hôpitaux, de vos services publics, etc. Donc il y a une opportunité politique, si les partis de gauche font bien leur travail. Alors effectivement, vous rejoignez sur ce point l'analyse qui est faite par François Ruffin, justement, qui pense que le Rassemblement national est en train de commettre une erreur stratégique majeure en servant de force d'appoint à la Macronie. Parce que, bon, même si les médias sont là un petit peu pour tamiser ces informations très crues, en fait, sur le lien RN-Macronie, tout de même, les gens se rendent compte que le RN n'est plus dans une posture d'opposition comme il a pu l'être pendant la réforme des retraites, où il jouait vraiment la carte de l'opposition frontale. Et peut-être qu'effectivement, une brèche pourrait s'ouvrir à ce moment-là, qui permettrait à la gauche de s'adresser à nouveau aux classes populaires. Tout à fait, sauf qu'il y a une interprétation un peu plus sombre de ce que fait le RN maintenant, c'est-à-dire ils veulent faire alliance implicite, non dite avec justement les élites, enfin, les Républicains et En Marche pour éventuellement dans 1 an, dans 2 ans, quand il faudrait refaire Front républicain, qu'à ce moment-là, les forces, les macronistes et que les républicains vont se dire finalement, bon, le Rassemblement national, c'est pas si mauvais que ça, ils nous ont aidés quand même à gouverner. Est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être faire alliance contre la gauche? C'était un peu de la spéculation, mais ça c'est une interprétation un peu plus sombre de la stratégie. Mais vous avez raison de la mentionner parce qu'on voit que l'histoire s'accélère et plutôt vers le pire. J'espère pas. Et cette année 2024 aura été quand même une année de surprise et de décilement pour beaucoup de gens, il me semble. On a les résultats de l'émiettement et de la fragmentation que nous a donné le macronisme. Quand on joue avec les partis, en les faisant éclater, en cassant toutes les structures, il ne faut pas s'étonner que des choses pas reluisantes. En délégitimant totalement la force d'opposition de gauche, qui maintenant est présentée comme... Et le parlementarisme, de montrer que le parlementarisme, c'est de la duplicité. En jouant sur la question de l'antisémitisme aussi, à nouveau, bien sûr. Puisque ça a beaucoup joué pendant ces législatives. Pendant l'été 2024, Macron s'offrant comme rempart quasiment contre ce parti soi-disant antisémite, la France Insoumise, et refusant de leur céder la clé, ce qui dans les médias dominants était présenté comme une posture sage finalement. Merci. Merci à tous les deux. Pour prolonger cette discussion, je renvoie notamment au texte de Thibault, Généalogie inquiète du macronisme, que vous pouvez trouver en ligne sur qg.media. Et je pense que chaque lecteur appréciera la profondeur de cette analyse, qui est son caractère absolument prémonitoire. Et puis Cole, je renvoie bien sûr pour ceux qui parlent anglais, puisqu'il n'est pas encore traduit, à votre livre sur Paris et sa gentrification. Et donc vous nuancez cette thèse de façon plutôt un petit peu optimiste. Oui, c'est pour montrer que finalement, Paris est une ville où il y a toujours eu des combats autour de cette question du droit à la ville et de la gentrification. Et il y a toujours de la résistance à Paris. Peut-être je pourrais terminer là-dessus. Espérons. Espérons, oui. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. À très vite.